Les francs-tireurs rencontrent tous les mêmes difficultés dans l'exécution de leurs œuvres, ou pour les disciplines comme la littérature, où c'est surtout la diffusion qui pose un problème, dans la communication de ces œuvres en public et aux critiques. Quand ils surmontent ces difficultés, c'est parce qu'ils ont réussi à se passer des institutions du monde de l'art. Ils peuvent par exemple créer des organismes parallèles pour remplacer ceux qui refusent de coopérer avec eux. Des écrivains s'auto-éditent et assurent la diffusion de leurs livres. Des auteurs dramatiques et des metteurs en scène fondent des compagnies en recrutant des acteurs hors du monde du théâtre professionnel. Des artistes plasticiens aménagent des espaces d'exposition. D'autres réalisent des œuvres qui ne sont pas faites pour être exposées dans les musées et les galeries, land art et autres œuvres in situ, échappant ainsi à ce qu'ils ressentent comme la tyrannie esthétique des musées et des mécènes. Des comédiens se convertissent au théâtre de rue et utilisent toutes sortes d'espaces publics. En général, les francs-tireurs recrutent leurs disciples, leurs sympathisants et leurs assistants chez des amateurs qui n'ont pas reçu de formation spécialisée. Ils font apparaître de nouveaux réseaux de coopération et notamment de nouveaux publics. La réaction la plus radicale d'un artiste à l'ostracisme du monde de l'art consiste à interrompre la réalisation de l'œuvre, voire à en rester au stade du projet. Apparemment, Ives avait acquis la conviction que sa musique ne serait jamais jouée et il s'était fait à cette idée. Mieux, il en était arrivé à considérer une éventuelle interprétation comme une sorte d'ingérence. Bon Dieu, quel rapport entre les sons et la musique! Pourquoi la musique ne pourrait-elle se manifester telle qu'elle vient à un homme sans avoir à franchir une barrière de son, de cage thoracique, de cordes en boyau et métal, de bois et de cuivre? La musique n'a pas forcément besoin d'être entendue, elle n'est peut-être pas ce que les oreilles perçoivent, cité par Rossiter. Tous les compositeurs qui ont eu des expériences malheureuses avec les exécutants partagent sans doute ce sentiment, mais les gens réalistes qui gagnent leur vie dans le monde de la musique savent que ce sont des sentiments impossibles à mettre en pratique. Or, Ives les a pris au pied de la lettre, démontrant ainsi l'indépendance qui caractérise les francs-tireurs. Cela dit, les francs-tireurs ne sont pas complètement coupés du monde de l'art. Ils se tiennent informés de ce qu'il s'y fait, même s'ils n'y participent pas personnellement. Ils écoutent des disques, vont voir des films et lisent la presse spécialisée, mais leur information se limite aux événements annoncés par les grands moyens de communication. Ils ignorent les modifications apportées au jour le jour dans les conventions qui régissent les activités de routine. Les compositeurs, par exemple, ne suivent pas l'évolution de la pratique instrumentale, des conventions qu'observent les interprètes quand ils traduisent des notes écrites en son. S'ils connaissent les grands courants d'évolution de leur monde de l'art, ils ne sont plus à même d'y participer pleinement. De ce fait, les francs-tireurs renoncent aux avantages dont les professionnels intégrés bénéficient quasi automatiquement, mais ils s'affranchissent aussi des contraintes qui vont de pair avec ces avantages. La participation à un monde de l'art facilite la production des œuvres d'art, mais elle restreint le champ des possibles. Quand Ives s'est détaché du monde de la création musicale ordinaire, il s'est placé dans une situation quasi expérimentale pour découvrir les libertés du franc-tireur. Comme il avait fini par abandonner tout espoir de faire jouer ses œuvres, son travail nous montre ce que pourrait être la composition musicale une fois dégagée des considérations pratiques du monde de l'art. Par exemple, Ives n'était pas obligé d'achever ses œuvres du moment qu'elles n'étaient pas faites pour être jouées. Si l'on en croit John Kirkpatrick, le pianiste qui donna la première interprétation publique de Concorde Sonata, certains morceaux comme la Concorde, Ives ne les donnait jamais deux fois de la même manière. Il repoussait l'idée ou l'obligation imaginaire de les consigner une fois pour toutes, parce qu'il aimait improviser, Perlis. On pourrait dire que dans toute œuvre d'art, il y a une idée à développer. Cette élaboration aboutit à une forme définitive qui obéit aux conventions du monde de l'art auxquelles l'œuvre est destinée. Sous cette forme définitive, l'œuvre peut être présentée à des gens qui voudront bien lui prêter attention, sachant qu'elle est achevée. En donnant à l'œuvre une forme présentable, l'artiste signale par des moyens conventionnels qu'il souhaite la voir prendre en compte pour sa réputation, contrairement aux œuvres en cours. Pour un compositeur, la forme présentable est une partition achevée, ou l'était du moins à l'époque de Charles Ives. Ceux qui luttèrent par la suite pour faire jouer les œuvres d'Ives eurent de grosses difficultés, étant donné l'absence de partition achevée. Ils avaient beau aimer sa musique,
Ils ne pouvaient dissimuler leur irritation devant ces méthodes de dilettantes. Bernard Herrmann, le compositeur et chef d'orchestre, qui fut l'un des premiers à diriger des œuvres symphoniques d'Ives, devait déclarer « Je crois que tout ce qui l'intéressait, c'était d'écrire ces morceaux. C'est pourquoi toutes les œuvres sont dans un état épouvantable. Il ne prenait pas la peine de les relire. Au début, c'était terriblement compliqué de donner aux œuvres d'Ives. Les parties d'orchestre n'étaient pas copiées, collationnées et relues. C'était toujours très difficile. Au fond, Ives était totalement irréaliste quand il s'agissait de l'interprétation de sa musique. N'étant pas un professionnel, puisqu'il n'avait pas besoin de la musique pour vivre, il travaillait dans l'abstrait, et cette musique composée dans l'abstrait ignorait tous les problèmes pratiques. Perlis. George Roberts, un copiste qui aida Ives à préparer certaines partitions pour la publication, se rappelle qu'il était totalement indifférent aux impératifs de l'édition. J'ai fait une partie de la Concorde Sonata. Chaque fois que j'y allais, je trouvais une nouvelle version. Les imprimeurs étaient tout le temps sur son dos. Ça le faisait rire. Il s'en moquait. Il n'était pas pressé. Il y avait toujours quelque chose à rajouter. Les compositeurs orthodoxes utilisent une notation que tout instrumentiste sait déchiffrer. Du reste, une notation musicale n'est valable qu'à la condition d'être immédiatement compréhensible par les musiciens ou de n'exiger que des explications rapides, puisque le compositeur l'utilise pour faire connaître ses désirs. Or, Ives employait un système de notation qui déroutait les musiciens d'orchestre. Pour prendre un détail technique, on sait qu'un même son peut être figuré par des notes différentes. Pour la plupart des instruments, un La dièse peut s'écrire Si bémol et un La peut tout aussi bien s'écrire Si double bémol. Des règles précises régissent l'emploi de l'une ou l'autre notation. En la matière, l'écriture d'Ives semblait souvent bizarre à première vue. Pourtant, Nicolas Slonimsky, qui fut l'un des premiers à diriger des œuvres d'Ives, explique que ces bizarreries n'étaient pas gratuites. Par exemple, je me rappelle un passage étrange dans la partie d'alto de Three Places in New England. On passait d'un La dièse à un Si bémol. Je ne voyais aucune raison d'utiliser un La dièse, et je voulais le remplacer par un Si bémol, pour ne pas troubler l'altiste. Mais Ives dit non. Il dit que le La dièse formait une sorte d'intervalle chromatique, incomplet avec le La, qu'il aurait pu aller jusqu'au Si, et que justement, il ne l'avait pas fait. Par conséquent, c'était une erreur de mettre un Si bémol. Le chef d'orchestre, Gunther Schuller, a exposé les conséquences pratiques de quelques procédés employés par le compositeur. Certains de ces rythmes sont carrément illisibles. Il faut retrouver l'idée et la traduire en clair, ce qui demande un travail de réécriture considérable. Ensuite, il faut voir ce que ça donne pour rectifier au besoin. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Il faut encore retourner à l'idée originelle par une traduction au sens inverse. Ça prend du temps et quelquefois 4 répétitions n'y suffisent pas. Parfois, on y arrive au bout de 5 concerts. D'autres fois, avec certains musiciens, on n'y arrive pas du tout. Ça pose d'énormes problèmes. Hitchcock et Perlis. Ives n'appartenait pas à un monde de l'art organisé où il aurait eu une réputation à défendre. Il n'avait pas envie non plus de prendre les précautions habituelles pour la conservation de ses œuvres. Il écrivait sur d'anciennes partitions jusqu'à les rendre totalement indéchiffrables. La partition originale de Chromatis Lot Tune, Chromatems Meloton, comprend des parties d'orchestre successives, écrites l'une sur l'autre au crayon et au stylo. Rien que pour les copier, il faut prendre des décisions qui relèvent de la composition. Par ailleurs, certaines partitions d'Ives avaient disparu et on ne les a retrouvées que dans les endroits les plus improbables. Rien d'étonnant à cela si l'on en juge par le témoignage de Jérôme Moros, qui aida Herrmann à préparer l'exécution de la 4e symphonie. Il nous a donné cette photocopie invraisemblable de son manuscrit, et au début nous étions concernés. Nous avons dû aller sans cesse vérifier des notes avec lui pendant plusieurs semaines. Nous n'arrivions pas à déchiffrer ce manuscrit impossible, et Ives a dû déterminer ce qu'il avait voulu faire. Il y avait un mouvement, le 4e, qu'il ne pouvait plus retrouver sur le moment. Il avait tout simplement fourré les manuscrits en vrac dans son placard. Les compositeurs respectueux des conventions sont plus soigneux, parce qu'ils peuvent avoir besoin de leurs manuscrits à tout moment. Quand il s'installa en Amérique, Stravinsky réorchestra nombre de ses œuvres, en partie pour sauvegarder ses droits d'auteur. Ives n'avait aucune ambition professionnelle de cet ordre. Quand il réécrivait ses œuvres, c'était parce qu'il n'était pas tenu de les achever une fois pour toutes. Ives se réjouissait de ne pas avoir à employer les divers procédés conventionnels pour fixer l'aspect définitif de l'œuvre.
D'autres compositeurs s'y résignent parce que c'est le prix à payer pour faire exécuter leurs œuvres. Aux yeux de Hermann et d'autres musiciens, ce ne sont pas là des conventions arbitraires, mais des règles de conduite tout à fait raisonnables que les compositeurs acceptent dans leur propre intérêt. Ives n'avait pas à se soucier de tous ces impératifs, ce qui lui permettait de consacrer plus de temps à la seule activité qui comptait vraiment pour lui, la conception de l'œuvre. Il pouvait s'affranchir des contingences matérielles qui empêchaient d'autres compositeurs d'écrire ou même de concevoir des idées musicales comparables aux siennes. À moins de recevoir une commande en ce sens, aucun compositeur raisonnable n'écrirait une symphonie qui, comme la quatrième d'Ives, exige 3 orchestres différents dirigés simultanément par 3 chefs d'orchestre. Même si l'idée leur en venait, la plupart des compositeurs ne prendraient pas le temps de composer comme Ives une symphonie de l'univers qui exige pour un seul de ses mouvements entre 5 et 14 orchestres et chœurs disséminés dans les montagnes et les vallées, Rossiter. Ou encore qu'après Woodstock, cela semble déjà moins chimérique. Dégagé des contraintes de la pratique de son temps, Ives pouvait écrire tout ce qu'il imaginait, et imaginer des choses inconcevables pour les professionnels. C'est bien l'avis du compositeur Betsy Jolas. Pourquoi ne pas l'admettre? Ives était indiscutablement un amateur. Bien sûr, pas au sens où il aurait manqué de métier. À Yale, il a reçu de l'insipide Horatio Parker la formation la plus traditionnelle, avec ce qu'il faut d'harmonie, de contrepoint ou de fugue, mais au sens le plus noble, car il adorait la musique, au point de refuser d'en faire sa profession. C'était un musicien du dimanche, un musicien libre de suivre son imagination jusqu'où il le voulait, en dehors de toute considération pratique ou économique. Comme il était foncièrement solitaire dans son travail, sans contact ou presque avec le monde musical professionnel de son époque, indifférent aux modes et peu désireux de se faire jouer, Ives courait peut-être moins de risques que les compositeurs professionnels quand il se livrait à des expériences périlleuses et laissait parfois aller sa pensée au-delà des limites du réalisable, Hitchcock et Perlis. Comme les francs-tireurs ne sont pas soumis aux contraintes qui entravent le travail des professionnels intégrés et qui ne participent pas aux interactions quotidiennes du monde de l'art, leur motivation ne ressemble pas à celle des professionnels intégrés. Les raisons d'agir des professionnels sont indissociables des structures du monde de l'art. Une personne qui ne participe pas à ce monde ne peut pas alléguer ces mêmes raisons. Pour donner un exemple précis, à partir du moment où Ives ne se souciait plus de savoir si ses œuvres seraient jouées, par dépit, par indifférence ou par résignation, il n'avait plus aucune raison de faire certaines des choses qui auraient facilité l'exécution de ses œuvres. Quand les gens agissent selon des motifs qui sont inhabituels dans un monde donné, il semble aux membres actifs de ce monde, mal socialisés et passablement désaxés. Nous savons que nous avons affaire à une personne sérieuse et pleinement socialisée quand nous comprenons tout de suite les raisons de son comportement. Mills. Ives justifiait son travail par des considérations éminemment personnelles, tantôt politiques, tantôt sentimentales. Il expliquait souvent que tel ou tel effet particulièrement insolite et dissonant était destiné à recréer l'ambiance sonore des liturgies revivalistes où 500 personnes entonnent un cantique et beaucoup chantent faux, tandis que d'autres chantent carrément un autre cantique. Nous sommes loin des raisons techniques invoquées par un Stravinsky ou un Schoenberg pour leurs innovations musicales, Rossiter et Passim. Et étant donné que les francs-tireurs obéissent dans leur travail à des motivations impénétrables, leurs œuvres suscitent des opinions divergentes chez les professionnels quand elles sont enfin acceptées par un monde de l'art organisé, comme cela arrive parfois. À l'heure actuelle, les professionnels se demandent encore si Ives savait vraiment ce qu'il faisait. Pour le chef d'orchestre Lehmann Engel, Ives entendait rarement ce qu'il écrivait. Apparemment, tout ce qu'il a écrit traduit des sentiments à l'égard de quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique, Hitchcock et Perlis. Le chef de chœur Greg Smith pense au contraire qu'Ives écrivait très précisément ce qu'il souhaitait. À peu près chacune des notations mystérieuses ou bizarres s'est révélée à la fin de compte une sacrément bonne solution. Dans le psaume 90, il y a un motif de carillon, qui est un groupe de 9 croches dans une mesure à 4 temps. À mon avis, ce qu'il y a là, c'est une réelle liberté d'utilisation du motif, même s'il commence chaque fois sur la deuxième croche de la mesure. Ives n'était pas un amateur, c'était un génie fantastique qui savait ce qu'il écrivait. À nous maintenant de découvrir de quoi il retourne.
Certains professionnels pensent qu'Ives devait avoir des motivations analogues aux leurs, contrairement aux apparences. Le célèbre compositeur américain Elliott Carter s'est demandé si Ives était le véritable auteur de toutes les innovations qu'on lui a attribuées, étant donné son habitude de remanier sans cesse ses partitions. Pour un professionnel du monde de l'art, la question de l'antériorité est lourde de conséquences sur les réputations. Et Ives essayait-il de manipuler sa réputation quand il réécrivait ? Je crois qu'il travaillait alors sur Three Places in New England. Il préparait la partition pour le concert. Il tirait une nouvelle partition de l'ancienne qu'il complétait et modifiait. Il remplaçait des octaves par des septièmes ou des neuvièmes et ajoutait des dissonances. Depuis, je me suis souvent demandé à quel moment une grosse partie de la musique écrite plus tôt avait reçu sa dernière injection de dissonance et de polyrythmie. Cette fois-là, il m'a montré en toute simplicité comment il améliorait sa partition. J'ai eu l'impression qu'il avait dû augmenter souvent le degré de dissonance de bon nombre de ses œuvres à mesure que ses goûts changeaient. La question ne semble plus avoir beaucoup d'importance, mais on peut tout de même se demander s'il était aussi précurseur dans la musique moderne que d'aucuns le prétendent, Perlis. Comme les francs-tireurs ont appris les traditions et les usages du monde de l'art correspondant à leurs pratiques, et comme ils gardent quelques rapports avec ce monde, celui-ci peut accueillir leurs œuvres, pourvu que ses participants parviennent à un certain consensus. Les francs-tireurs transgressent les conventions du monde de l'art, mais sur certains points seulement, et ils respectent en fait la plupart d'entre elles. Si James Joyce a rompu avec les formes littéraires et même linguistiques de son époque, son œuvre la plus novatrice était malgré tout un livre achevé. Il n'y a pas, par exemple, entrepris une œuvre comme History of the World de Joe et Gould, qui sera éternellement inachevée, et dont seule une toute petite partie a été rédigée, Mitchell. Il n'a pas non plus inventé une forme littéraire que l'on aurait psalmodiée, au lieu de l'imprimer, ni composé une œuvre où la calligraphie aurait occupé une place prépondérante. Il a écrit un livre parfaitement assimilable à tous les livres de la tradition européenne. De même, les praticiens du land art restent des sculpteurs. Les matériaux, les dimensions et l'espace de présentation de leurs œuvres dérogent aux conventions de la sculpture, mais ils travaillent sur les formes et les volumes à l'instar des sculpteurs plus orthodoxes. En d'autres termes, les francs-tireurs s'écartent légèrement de la voie jalonnée par les traditionnelles séries de problèmes et de réponses d'un monde de l'art, mais les professionnels intégrés peuvent les rejoindre là où leurs chemins se sont séparés et incorporer ainsi les innovations des francs-tireurs dans la tradition commune. Cette assimilation peut être plus ou moins difficile. Les œuvres d'Ives semblent presque limpides à côté de ce qui a été composé par la suite. S'il employait une notation déroutante, s'il inventait des sonorités étranges et s'il exigeait des orchestres aux dimensions extravagantes, il n'en écrivait pas moins pour des instruments ordinaires et des formations habituelles, orchestre symphonique, quatuor et chœur, et dans des formes musicales familières, symphonie, sonate, chant. D'autres compositeurs sont allés beaucoup plus loin. John Cage a demandé aux interprètes de modifier leurs instruments, de préparer les pianos en plaçant des éléments de métal, de verre, de bois ou autres entre les marteaux et les cordes, ou d'utiliser l'embouchure seule des instruments avant. Pour certaines de ces œuvres, les exécutants écrivent leurs parties en développant par des procédés aléatoires des schémas fournis par le compositeur. Il n'y a donc jamais deux partitions, ni a fortiori deux interprétations identiques de la même œuvre. Les musiciens ne peuvent pas apprendre les musiques de Cage comme ils le font pour celles de Schoenberg ou d'Ives.